Information, une émission dédiée à l'apprentissage et à la mise en pratique d'outils thérapeutiques, spirituels et de connaissance de soi, animée par Nathalie Lefebvre. Bonjour mes très chers auditeurs, absolument ravis de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre émission Information. Aujourd'hui, quel grand bonheur j'ai de démarrer cette semaine avec un invité que j'ai eu la grande chance de côtoyer sur Radio Médecine 12. Vous le connaissez sûrement puisque je sais que vous êtes nombreux à vous intéresser depuis très longtemps à ces approches de médecine naturelle, de développement personnel, voire même de spiritualité. Ça va être un petit peu la thématique d'aujourd'hui. Il est docteur en médecine au départ. D'ailleurs, il a emprunté de par l'héritage paternel, l'envie d'être médecin et d'accompagner les gens à leur tour à pouvoir se soigner. Et puis très vite, l'élan et l'envie d'aller vers des approches alternatives de santé et ne pas utiliser forcément les médicaments comme une solution en soi, mais peut-être découvrir ce que le corps tente d'exprimer. On a fait beaucoup d'émissions à ce sujet-là et aujourd'hui, je suis vraiment ravie de le retrouver. Bonjour Luc Baudin. Bonjour Nathalie, bonjour à tous. Moi aussi, je suis ravi. On a regardé tout à l'heure, on discutait tout à l'heure en antenne, et ça fait au moins 4 ou 5 ans qu'on n'avait pas fait d'émission ensemble. Mais comment qu'on a pu rester aussi longtemps comme ça, sans faire d'émission ? En même temps, ce sont des rendez-vous. Et moi, je trouve que quand on a eu un lien avec les gens, un lien fort, profond, voire même spirituel, j'ai envie de dire, on peut les retrouver 5 ans plus tard, avoir l'impression que c'était hier. Exactement. On a juste changé un petit peu, comme tu le vois, de contexte d'enregistrement, et c'est pour le meilleur. Tout à fait. Je suis heureuse de t'accueillir aujourd'hui dans un studio comme celui-là. Mais la différence, c'est que toi, tu changes pas, moi, je vieillis. À un moment, ça le fera sur moi aussi. Alors, cher Luc, je commençais un petit peu à introduire ton parcours de vie, qui est vraiment un parcours inspirant, étonnant. Raconte-nous justement ce qui t'a poussé à vouloir devenir médecin et ensuite te tourner vers des approches, on va dire, de l'ordre de l'énergétique. Pourquoi devenir médecin ? C'est vrai que, je dirais, dans le médecin, il y a toujours l'envie d'aider l'autre. Et c'est bien jusqu'à un certain point, parce que on peut prendre aussi l'habit du sauveur. Et il faut savoir aussi que, moi je le répète sans arrêt aujourd'hui, parce que je l'ai compris avec les années, c'est qu'en fin de compte, un médecin comme un thérapeute ne guérit personne. Alors, nous, on accompagne les personnes, et ceux qui guérissent sont les patients. Et donc ça aussi, c'était un long chemin, et c'est vrai que j'étais un passionné de l'être humain, et j'aimais bien comprendre un petit peu comment déjà fonctionne notre corps, comment fonctionne notre esprit, et c'est pour ça que j'ai commencé par la médecine convensitionnelle, et que j'adore et que je respecte toujours énormément. Et puis après ça, j'ai travaillé, et je parle pas tellement de médecine alternative, je parle toujours de médecine soit naturelle, soit complémentaire. Et donc après, j'ai développé aussi, recherché un petit peu la notion sur la pensée, et la puissance de la pensée. J'ai une formation en sophrologie, et puis j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup de Maggie Lebrun, qui faisait les groupes de prière à l'époque, et c'était vraiment extraordinaire. J'ai travaillé aussi beaucoup avec la sophrologie pour soulager les choses, arrêter les saignements, les douleurs. Et puis j'ai eu beaucoup de patients à l'époque, c'était très peu connu, c'était les NDE, les Near Death Experiences. Maintenant on appelle ça les EMI, les états de mort imminente. Et il y a plein de personnes, et mes patients me faisaient confiance, on avait une bonne entente, et qu'on parlait bien. Et puis j'avais toujours, derrière tout ça, il y avait aussi encore une autre recherche, qui était la recherche des soins énergétiques. Parce qu'en fait, j'étais admiratif depuis que je suis tout gamin, des personnes qui étaient capables de soigner les gens ou de les soulager simplement avec leurs mains. Et là, moi, je trouvais ça extraordinaire. Et même étant médecin, je me suis dit, je voyais beaucoup de mes patients qui allaient voir les magnétiseurs, les rebouteux, et choses comme ça. Et donc, et s'ils allaient voir ces gens, c'est parce qu'ils avaient des résultats. Et donc, on peut pas repousser ces techniques d'un revers de main en disant, c'est pas scientifique, et choses comme ça. Et donc, moi, je me dis, s'il y a un résultat, ça vaut le coup d'y s'y intéresser. Voilà. C'est vrai que de la part des médecins, souvent, il y a un scepticisme assez malveillant à l'égard de ces approches, et on peut le comprendre dans le fait que pour devenir médecin, il faut plus de 10 ans d'études. J'ai une amie qui vient de devenir médecin généraliste, et je vois ce que ça représente en termes d'investissement, d'engagement. Donc c'est vrai que quand tout d'un coup une personne arrive, elle pose ses mains et elle guérit la personne en l'espace de quelques instants, on peut avoir envie naturellement de remettre ça en question. Ce que j'aime beaucoup chez toi, et ce que je remarque encore une fois après 5 ans d'absence, c'est vraiment l'absence d'ego dans ta démarche. Est-ce que ça, finalement, ça aide les gens aussi à être un petit peu plus heureux, que ce soit professionnellement, personnellement, comme tu le disais, de détacher déjà le fait que c'est pas nous qui guérissons les autres, c'est pas nous qui changeons leur vie. Moi, je crois pas qu'à cette place-là d'animatrice radio, je change la vie des gens. C'est les gens qui, en écoutant Radio Médecine 12, décident de changer leur vie. Est-ce qu'on est plus heureux quand on met l'ego de côté ?
Oui, parce qu'en fait, on ne prend... Toi, comme moi, on transmet des outils, chacun à sa manière. Des outils pour que les personnes puissent devenir autonomes. Et après ça, c'est à elles de prendre ces outils, si elles le veulent, et d'évoluer. Donc, on fait des propositions, on donne des outils. Et c'est vrai que pendant un moment, je voulais monter un centre de soins, de médecine naturelle, etc. En particulier pour le cancer, en complément des médecines conventionnelles, s'entend bien sûr, mais parce que je trouvais ça, j'avais vraiment envie, c'était une maladie qui me passionnait. Et en fait, ça n'a jamais fait, parce que j'ai jamais trouvé le financement, et à chaque fois que j'ai trouvé le financement, ça s'est bloqué à la dernière minute. Et puis, en fait, il y a eu une phrase qui m'est arrivée, alors ça m'a fait rire, parce que cette phrase m'est arrivée dans le sommeil, mais en anglais. Alors, je parle anglais, mais comme une vache espagnole, mais donc, et c'était « do it yourself ». Faites-le vous-même. Et donc, c'était plutôt quand dans une clinique, etc., on allait faire pour les patients. Et là, par contre, j'ai changé mon fusil d'épaule avec cette histoire-là. C'est que je me suis dit, je vais transmettre au travers de mes formations, au travers de mes livres, au travers de mes films sur YouTube, à travers de tout ça, des outils. Et je disais aux personnes, maintenant, faites-le vous-même. On vous montre comment le faire. Maintenant, à vous de le faire. Et je trouve que c'est important parce que on est libre depuis jour. Et il faut qu'on a le pouvoir de notre vie. C'est nous qui sommes les seuls responsables de notre vie. On est libre et donc ça redonne le pouvoir aux personnes et je trouve ça très très important. Est-ce que justement c'est la première étape dans un parcours de guérison, c'est justement de réaliser qu'on a le pouvoir et la capacité à transformer cette situation qu'on est en train de vivre, à savoir la maladie? Tout à fait, tout à fait. Moi, j'avais des patients, je me rappelle, qui je fais le malheur de découvrir un cancer, et souvent il y en avait qui me disaient, mais docteur Bodin, vous me dites tout ce que je dois faire comme traitement, etc. Je ferai tout sans discuter. Je dis, c'est bien dommage, parce que j'aimerais bien que vous discutiez, justement. Parce qu'il faut discuter, ouais. Il faut parler, il faut comprendre sa maladie, il faut comprendre ce qu'elle nous demande, parce que la maladie nous demande de changer. Elle nous impose de changer de mode de vie, changer de mode de pensée. Et puis même, derrière tout ça, pour moi, derrière une maladie, il y a des causes physiques. Derrière ces causes physiques, il y a une cause symbolique. Et derrière cette cause symbolique, il y a une cause spirituelle. Et la cause numéro 1, l'origine première pour moi, aujourd'hui, c'est vraiment qu'il y a un problème spirituel derrière. Et le problème spirituel derrière, c'est surtout, déjà tout simplement, de ne pas être sur sa route, tout simplement. De ne pas être sur son chemin. Justement, c'est très intéressant pour rebondir là-dessus. Un problème spirituel, ce serait comme une alerte de la part d'une partie de nous, de notre être, qui est en train de frapper à la porte en disant on n'est pas en train de vivre la vie qu'on est censé vivre. Oui, tout à fait, tout à fait. Et c'est pour ça que je suis très admiratif sur le docteur Bach, celui qui a fait les petites fleurs de Bach, parce que tout le monde en connaît ces fleurs de Bach, mais il n'y a pas beaucoup de personnes qui connaissent la philosophie du docteur Bach. Et là, il disait une chose, mais qui est pour moi et l'essentiel, il a tout résumé en une phrase. Il a dit, nous tombons malades lorsque nos actions dans la vie de tous les jours, dans la vie matérielle, dans le monde manifesté, je dirais, elles ne sont pas en adéquation avec nos aspirations profondes. C'est qu'on ne respecte pas nos aspirations, on ne respecte pas nos envies, nos talents, et donc à ce moment, pour des tas de mauvaises raisons. Et donc à ce moment-là, on va suivre un petit peu la route de la société, du paraître, de réussir dans la vie, etc. Mais notre être, il souffre parce qu'il n'est pas dans la réalisation de son. Et donc comme il souffre, il va envoyer des petits signaux au cours de la vie avec des situations, des petits conflits, des choses comme ça. Et puis, à force de ne pas l'entendre, ça va finir par s'inscrire dans le corps et provoquer à ce moment-là des troubles, des petites douleurs à droite, à gauche. Et puis, à la fin, si on n'entend toujours rien, ça peut favoriser des maladies. La maladie n'est pas une punition. Attention, la maladie n'est pas une punition. C'est pas parce qu'on n'a pas compris, etc. La maladie est simplement là pour nous dire, t'as pas entendu les petits signaux, on va t'en donner un plus fort. Mais simplement pour que tu comprennes, et pour que tu changes. Et quand tu changeras, tu retrouveras ton chemin de vie. Et quand tu reprendras ton chemin de vie, tu seras heureux. Ce qui est très intéressant dans ce que tu dis, c'est que finalement, on essayerait de montrer une réussite sociale. En fait, on voudrait réussir pour pouvoir prouver aux autres qu'on en est là. Donc en fait, on bâtit d'abord notre réussite personnelle et intime sur le fait que les autres la reconnaissent, plus que sur la découverte,
retrouvailles avec soi-même d'un chemin pour lequel on est fait. Et après, tout dépend évidemment des croyances, mais pour lesquelles on pourrait se dire même qu'on est venu sur Terre. C'est ça que finalement, on construit une réussite sociale, vitrine en fait. Et tu sais, j'ai eu une facilité pour ça, parce qu'en fait, c'était quand j'ai passé le bac. Mon exercice en philo, c'était un des sujets, mais le philo, celui que j'ai choisi, c'était quelle est la différence entre réussir dans la vie et réussir sa vie. Et ça, ça s'invente pas. Je veux dire, bon, ils me l'ont déjà, j'ai été obligé de plancher, réfléchir sur le sujet. Ça, tu l'as pris comme un signe déjà à l'époque? Non, pas spécialement. Je l'ai compris plus tard. Avec du recul, réalise. Oui. Il y avait des petits clins d'œil comme ça. Des petits clins d'œil. C'est vrai que j'aimerais qu'on parle de cet état de victime que tu commençais un petit peu à évoquer, dans l'idée que tout d'un coup, on tombe malade, on souffre de douleur. Le corps était en bonne santé, tout d'un coup, on réalise qu'il est faillible et qu'on peut avoir des problématiques de santé qui nous empêchent de vivre complètement librement comme on le faisait avant. Comment, dans une première étape, ne pas se sentir victime d'avoir un corps qui fonctionne moins bien, qui nous fait mal? Je dirais que pour moi, ce que je vais dire là, c'est ma croyance personnelle. Je pense que notre corps est capable de guérir n'importe quelle maladie en l'espace de quelques heures ou quelques jours. Okay. Et il faut prendre le problème à l'envers, c'est se dire plutôt, si mon corps est malade, si mon corps est en souffrance, c'est qu'il est en train de me passer un message. Et je donne un petit peu l'exemple du courrier. Je sais pas si c'est le cas pour toi, Nathalie, mais moi j'ai un facteur, il est pas sympa, parce qu'il m'apporte dans mon courrier des factures à payer. Donc là, pas sympa. Et donc, j'ai une facture, évidemment, je ouvre le courrier, je la lis, je la regarde, je la prends. En général, elle est justifiée. Donc je fais le chèque et je l'envoie. Quand j'ai fait le chèque, je peux détruire la facture. On est bien d'accord. Eh bien là, les maladies, c'est un peu la même chose. Ce sont des messages. Donc on a une souffrance. Eh bien c'est un message du corps, un message de notre être qui nous dit. Alors il faut le lire. Il faut le lire. Quand on l'a lu, ça nous impose de changer, comme quand on fait le chèque. Et quand on a changé, à ce moment-là, le message, il peut disparaître parce que on a réalisé le pourquoi le message était là. Voilà. Alors c'est intéressant, je reprends ta métaphore, il y a des gens comme moi qui posent peut-être leur courrier quelque part chez eux et qui n'y font plus attention pendant quelques jours. Est-ce que ça peut être ça finalement, symboliquement, le fonctionnement qu'on a avec nos maladies? C'est-à-dire, on ne le prend pas en charge, on n'est pas responsable, comme une facture qu'on reçoit, on se dit non, c'est un mauvais jour. Même moi, je faisais pendant un moment dans ma vie, je n'allais pas à ma boîte aux lettres parce que comme je passais pas une bonne journée, je voulais pas en plus me taper une facture. Donc ça, c'est intéressant en fait, ça pourrait vraiment expliquer une forme de symbolique qu'on a face à la maladie. C'est-à-dire qu'on est fuyant, on le laisse d'un côté et puis on s'occupe d'autre chose. Mais tu sais, moi je dis toujours, dès qu'on a un petit bobo, on a une douleur de genou, n'importe quoi, qu'est-ce qu'on fait? On passe à autre chose. On a plein de trucs à faire dans la journée, on s'en occupe pas. Et je dis toujours en plaisantant, et c'est vrai, il y a un consensus extraordinaire que j'ai vu dans mon cabinet. 100% de mes patients m'ont dit la même chose. 100% de mes patients m'ont dit qu'ils étaient tombés malades le jour où il fallait pas. Il n'y en a eu aucun qui m'a dit je suis tombé malade aujourd'hui, ça tombe bien, j'avais rien à faire. Ou il y a personne qui s'est levé le matin en disant tiens, aujourd'hui je tomberai bien malade. Et donc on tombe toujours malade le jour où il faut pas. Donc on a toujours tendance à leur et c'est pour ça que on a une douleur, on va la négliger. Et puis quand elle revient un petit peu trop, qu'est-ce qu'on va? On va dans la pharmacie, on se prend un paracétamol, puis on se dit ça y est, maintenant c'est bon, c'est fini, etc. Mais on n'essaie pas de comprendre pourquoi on était malade. Et c'est vrai qu'on se dit oui, c'est peut-être parce que j'ai trop forcé sur mon genou, choses comme ça. C'est vrai. Mais seulement, il y a eu des fois, on a fait bien pire et on n'a pas eu de problème de genou. Pourquoi ça vient à ce moment-là? Et c'est jamais un hasard. Et c'est pour ça que là, on tombe sur la deuxième cause, la cause physique. J'ai trop forcé sur mon genou. La cause symbolique, c'est parce que certainement, dans ma vie, il doit y avoir des situations ou des décisions que j'ai prises où j'ai été trop rigide, où je ne veux pas fléchir. Et donc ça nécessite de reprendre un petit peu ces décisions et de regarder, peut-être qu'il est intéressant d'être plus souple, de voir un petit peu les choses, d'essayer de comprendre les autres, d'être plus dans la compassion, d'être la compréhension. Et si on fait ça, d'un seul coup, ça nous aidera à reprendre notre chemin de vie aussi. Est-ce que ça peut être intéressant de se poser la question de ce qu'on pourrait appeler le décodage biologique, ou en tout cas la vision plus métaphorique du corps? C'est-à-dire qu'il y a vraiment, alors on va peut-être pas reprendre ce langage que beaucoup emploient dans ce milieu, à savoir j'ai mal au genou, c'est le je et le nous, même si je sais que ça a un intérêt, mais est-ce que ça pourrait être une étape de se demander, ok, mon corps a un langage, ce sont les symptômes, et donc peut-être qu'à travers les espaces en moi où il vient déclarer un symptôme, ce serait intéressant de se demander qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire une infection urinaire? Qu'est-ce que ça veut dire un mal de tête? Qu'est-ce que ça veut dire un cancer à tel endroit?
droit, ce serait la première étape selon toi? Oui, tout à fait. Et c'est le dommage de notre société actuelle, c'est qu'on soigne très bien les maladies sur le plan physique, mais le problème, c'est qu'on n'explique pas qu'il y a un sens symbolique derrière tout ça. Moi, j'aime pas le mot décodage biologique, je parle plutôt de symbolique des maladies. Et donc, et c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé sur cette symbolique avec mes patients, et j'avais même fait une formation avec le docteur Hammer à l'époque, et c'est pour ça que la plupart des gens qui font le décodage biologique, je les connais, ou je les ai connus à l'époque. Mais pour moi, le docteur Hammer a fait un travail magnifique sur le symbolique. Mais le gros problème, c'est que, pour lui, il considérait que la symbolique, c'était la cause. Et pour moi, le choc émotionnel, etc., n'est pas la cause, c'est le facteur déclenchant. Ce qui est différent. C'est-à-dire, c'est que on va avoir, par exemple, on va faire des décisions qui vont être trop rigides, et donc ça va être le facteur déclenchant pour faire une douleur sur le genou. Mais c'est le facteur déclenchant. La cause vient bien parce qu'on a trop forcé, parce qu'on a trop porté, etc. Et donc c'est lui qui va déterminer l'endroit et qui va déterminer le moment où la maladie commence à apparaître. Et ça, à mon sens, aujourd'hui, en France, on a plus de 10 millions de personnes qui sont sous ALD. ALD, c'est les affections de longue durée. Donc, qui sont sans arrêt obligés de prendre des médicaments. Et encore, il n'y a pas toutes les longues durées qui sont prises parce que quand on a une arthrose, une allergie ou une colite, c'est pas pris en charge en ALD. Donc, il y a beaucoup plus encore. Donc, ça veut dire qu'on soigne ces personnes, ce qui est déjà très bien. La médecine conventionnelle soigne les personnes, ce qui est déjà très bien et c'est tout à fait honorable. Mais seulement, on ne les guérit pas. Et je pense qu'on ne les guérit pas, entre autres parce qu'on ne les aide pas à comprendre le sens, ce que veut leur dire leur corps derrière. Et je pense que si on leur aidait à comprendre, à aider le sens, par exemple, j'avais le cas d'un monsieur qui avait un psoriasis. Un psoriasis, ça vient d'un double conflit de séparation. On le traitait avec des soins, des pommades, des médecines naturelles, etc. Et en fait, c'est le jour où il a solutionné complètement ces deux conflits de séparation qu'il a guéri. Le conflit de séparation, c'est que le premier était parce qu'il était pied noir et était obligé de rentrer en France alors qu'il avait toujours vécu en Algérie. Et le deuxième, c'était son divorce. Et à partir du moment où il a solutionné, guéri, digéré complètement ces deux conflits, en même temps que les traitements conventionnels sur le psoriasis, et lui, il a travaillé sur ces deux conflits en même temps, et les deux ont permis de faire la guérison complète. Quand tu dis solutionner, ça veut dire pardonner, accepter. C'est quel verbe qu'on pourrait mettre derrière solutionner? Je dirais que le pardon est toujours très beau. Le pardon est toujours très beau. D'ailleurs, j'insiste toujours beaucoup sur le pardon parce que il y a une incompréhension sur le pardon. Il y a une incompréhension sur le pardon parce que quand on pardonne à quelqu'un, par exemple, ça veut pas dire forcément qu'on considère que l'autre a raison. On ne cautionne pas dans le pardon. On ne cautionne pas dans le pardon. On n'est toujours pas d'accord, mais seulement on accepte que l'autre est une autre opinion. On est dans la compassion et simplement on se dit ok, toi tu penses ça, moi je pense ça. Moi je te pardonne de penser ça et de tout ce que tu as pu me faire pour ça, parce que moi aujourd'hui j'ai envie de passer à autre chose. Tout simplement. J'ai pas envie de passer ma vie sur cette histoire-là. Je te pardonne et comme ça on va pouvoir continuer. C'est pas que on est d'accord, on cautionne l'autre, c'est simplement qu'on se dit ok, on va passer à autre chose. C'est-à-dire qu'on libère en quelque sorte une charge émotionnelle. Voilà. Est-ce que ça pourrait être important, Luc, de régulièrement dans notre vie d'avoir une hygiène émotionnelle plus importante, à savoir plus vivre nos émotions? On ressent quelque chose, s'autoriser peut-être à le vivre et puis à la laisser nous traverser, à se dissoudre même à notre contact, parce qu'en résistant à tout, finalement, on empêche que les choses circulent, comme c'est un petit peu leur objectif. Souvent, c'est même de plonger dans la souffrance, plonger dans notre chagrin. Alors c'est plonger dans notre dépression. Et donc d'un seul coup, quand on plonge, on dit bon, je suis angoissé, allons-y. Allez, je vais jouer le jeu, je vais me rajouter bien ça. Puis quand on a bien été jusqu'au fond, c'est pas toujours facile. Là, d'un seul coup, on n'a plus qu'une seule solution, c'est de remonter. Et c'est là qu'on se libère de tout ça. Et je dirais aussi que la première chose aussi à faire quand on a un conflit, et j'insiste beaucoup sur tous nos auditeurs, spectateurs, de parler, de dire les choses. Parce que le pire, c'est de les garder pour soi. Parce que simplement de verbaliser avec son mari, avec sa femme, avec ses amis, avec les responsables, déjà d'en parler, ça déjà,
Ça vide le sujet. Ça désamorce quelque chose. Je pense aujourd'hui à une évolution sociétale qu'on est en train de vivre, à savoir les femmes qui prennent la parole pour se dire au monde, alors avec beaucoup de colère, c'est ce qu'on peut ressentir vraiment. Alors en France, on a toujours eu des gens qui sortaient dans la rue pour manifester. J'imagine qu'il y a eu plein d'époques où les gens étaient très en colère et sortaient. Mais moi, je vis en tout cas là en 2020, une époque où je sens qu'il y a une colère, mais qui est pas mal saine, qui est assez saine, qui s'exprime. Qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça ? Pour moi, de toute façon, je considère que la femme n'a pas assez sa place dans notre société. Mais donc, en particulier au niveau politique. Et donc, moi, je suis vraiment pour une parité homme-femme complète, parce que la femme apportera une sensibilité que ne porteront pas les hommes. Et pour moi, c'est essentiel, à la seule condition que les femmes soient femmes et restent femmes. Parce que malheureusement, la plupart des femmes qui font de la politique deviennent des femmes hommes politiques. Et donc ça, c'est pas ce qu'on leur demande. Et c'est vraiment, si elles restent femmes, moi j'avais vu une fois, c'était Ségolène Royal, je l'ai vu, je sais plus dans quelle, je l'ai vu, elle pleurait. Moi je dis que j'ai trouvé ça beau, parce qu'en fait c'est enfin quelqu'un qui montre son émotion, qui montre qu'elle est humaine, qui montre sa souffrance, sa vulnérabilité. Oui, pour moi c'est même pas une vulnérabilité, c'est simplement exprimer ses sentiments. Et quand je vois certains hommes politiques que je ne nommerai pas, mais qui font des discours en étant les deux mains sur le bureau et qui sont un visage pratiquement rigide, sans montrer aucune expression, c'est pas humain, je dirais. C'est autant faire passer un robot alors à ce moment-là. Et c'est que en plus on se dit qu'est-ce qu'il a à cacher ? Et qu'est-ce qu'il a à cacher ? Parce que quand on a vraiment des réformes, on les vit ces réformes, on a envie de les transmettre. Et moi je parle avec les mains, je parle avec le visage, je parle avec les yeux, et j'ai envie de convaincre les auditeurs et plutôt que de rester rigide en exprimant les choses. Et ça, on est humain et les femmes ont beaucoup de choses à apporter à la société, à mon sens, sincèrement. Mais ça, ce que tu dis sur le fait de se dissocier, finalement, c'est intéressant parce que c'est exactement le débat actuel. C'est-à-dire, est-ce qu'on dissocie l'homme de l'artiste, par exemple pour l'affaire Polanski, c'est exactement ce qui se joue. Est-ce que parce que l'homme commet des choses qui sont de l'ordre de quelque chose qui doit passer en justice, est-ce qu'on doit quand même primer son travail à côté ? Donc je pense que ça, c'est presque l'ancien modèle. Là, je parle d'une croyance qui m'est personnelle, mais j'ai l'impression qu'avant, on faisait ça. Avant, on détachait. Quand on n'était pas bien, on arrivait sur le pas de la porte du bureau et tout d'un coup on laissait la personne que l'on est avec ses problématiques personnelles pour rentrer dans le rôle de la personne qui se présentait au travail. Et ça, c'est intéressant de le remarquer. Aujourd'hui, on ne dissocie plus. Je ne suis pas une femme différente lorsque je suis au micro avec vous que quand je suis après hors antenne en fait. Et c'est ça, c'est se demander dans quelle mesure ça peut même nous être utile en fait de ressentir des émotions et d'être tout simplement humain. C'est exact, et c'est vrai que je connais pas suffisamment l'affaire Polanski pour je sais bien qu'il y a eu des histoires incestueuses, enfin peut-être pas incestueuses mais pédophiles ou juste comme ça. Moi je regarde pas trop, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça fait partie aussi je dirais du domaine de la justice, et c'est la notion aussi. C'est un problème un peu en France aussi. Moi je voyais ça sur un autre plan. Des personnes, par exemple, qui avaient fait une faillite en France dans leur entreprise. Et les personnes qui avaient fait une faillite dans leur entreprise avaient beaucoup de difficultés pour rouvrir une nouvelle société parce que on ne leur faisait plus confiance à cause de ça. Aux États-Unis, c'était pratiquement l'inverse. On disait, au moins, vous avez essayé de faire quelque chose. Eh bien, vous avez failli, vous avez raté cette fois-ci, mais voilà. Et puis, je dirais, il faut être aussi, je ne sais pas, quand on remonte cette histoire de pédophilie de Monsieur Polanski, mais je dirais que, on peut aussi, là encore, on tombe aussi dans la notion du pardon. Si c'est un truc qui remonte à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, on connaît pas toute l'histoire, de comment elle a vécu l'histoire, comment s'est passé les choses. Je ne veux pas du tout... rentrer dans la polémique, mais c'était... Non, mais parce que c'est vrai que ça inspirait sur l'idée de la dissociation. C'est dans quelle mesure, en fait, en tant qu'humain, en effet, on a une tendance à se dissocier. Et moi, je pense que justement, les hommes, tu parlais du masculin, les hommes n'ont pas été élevés à avoir conscience de leurs émotions. Je fais une généralité, mais c'est quand même largement le cas. Les femmes, nous sommes plus proches de nos émotions que les hommes. Et donc, pour eux, comme un président de la République, puisqu'on n'a pas une femme en tant que président, mais un homme, et comment eux ont cette
cette capacité qui n'est pour moi pas forcément saine et bonne à créer, à scinder les deux parts d'eux-mêmes. Tout à fait. Mais c'est pour ça que la notion aussi de cette parité, de ce mélange qui devrait être beaucoup plus important entre les hommes et les femmes, et j'insiste surtout que les femmes restent femmes. C'est surtout ça, parce que c'est important. Elles ont des qualités, elles ont une sensibilité qui ne sont pas une vulnérabilité. Moi, je suis toujours très admiratif pour les femmes. Je les vois marcher comme ça. Je les vois. Elles sont fines. Elles portent des sacs qui sont énormes. Elles ont des talons hauts, etc. Elles courent dans les rues. Elles font un travail absolument extraordinaire. Elles font souvent d'ailleurs un double travail dans la journée, à la fois chez elles et à la fois. Et elles ont une vitalité, un peps. Et je peux dire que si les hommes devaient porter des talons hauts, s'ils devaient porter des sacs aussi lourds dans toute la journée, il y en aurait beaucoup qui caleraient bien avant. Et elles ont une force, une résistance et j'ai beaucoup de. Moi, j'avais été souvent à Hawaï et travaillé sur Ho'oponopono d'ailleurs. Et donc, Ho'oponopono, j'ai été rencontrer des kahunas, des chamans. Et eux, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient, bon, au début était le roc, parce que le roc, c'est le début des îles. Après ça, il y a eu la terre. Mais le roc peut vivre sans la terre, tandis que la terre peut pas vivre sans le roc. Après ça, c'était les arbres qui peuvent vivre, qui vivent avec la terre, mais la terre peut vivre sans les arbres. Après ça, c'était les animaux. Après ça, c'était les hommes. Mais ce qui était intéressant dans les hommes, c'est qu'ils disaient bien, c'est que, bien évidemment, les hommes peuvent vivre avec les animaux et les animaux peuvent vivre sans les hommes. Mais parmi les hommes, il y avait les hommes et les femmes. Et eux mettaient la femme au-dessus des hommes. Parce qu'il disait, les femmes peuvent vivre avec les femmes, les femmes peuvent vivre sans les hommes. Alors que les hommes ne peuvent pas vivre sans les femmes. C'était joli, et c'est pour ça que la femme était vraiment le sommet parmi les kahunas, parmi tous les gens qui faisaient la pensée polynésienne. Bien sûr. Non, puis il y a des matriarcats, c'est clair, il y a des sociétés où c'est les femmes qu'on met au pouvoir. L'idée, ce serait de pouvoir avoir une égalité des chances à ce niveau-là, je te rejoins. Et pour faire le lien justement avec les soins énergétiques, ce qu'on peut remarquer beaucoup dans notre milieu, justement des médecines dites naturelles complémentaires, c'est que ça intéresse énormément les femmes. Le public est quand même largement féminin. Justement, toi, tu proposes encore beaucoup de choses. Alors, on va en parler, une formation en ligne là sur les soins énergétiques et puis en présentiel aussi. Je sais que tu viens de la proposer en présentiel. Raconte-nous. Comment ça se passe? Qu'est-ce que tu proposes? Est-ce que justement, ce sont particulièrement les femmes qui font partie du public de gens qui ont envie de se former? Là, je veux dire que c'était particulièrement... Le dernier stage que je viens de finir hier, d'ailleurs, t'es à 100% raison. Parce qu'il y avait 98% de femmes. Donc il y avait que 2 hommes j'ai remercié toutes ces femmes d'avoir respecté ces 2 hommes et mais c'est bon, après ça les soins énergétiques c'est tout le monde, parce qu'il y a des magnétiseurs, des rebouteux, des guérisseurs, etc. C'est tout le monde, mais c'est vrai que dans les soins énergétiques en priorité il y a beaucoup de femmes parce qu'elles ont déjà plus la notion déjà de soignants, de soulager, d'ailleurs on retrouve un petit peu de tout. Il y a des thérapeutes, il y a même des médecins, il y a des infirmières, il y a des vétérinaires, parce que ça s'intéresse aussi les animaux, et puis il y a aussi tout simplement des parents, des grands-parents qui viennent, puis des personnes qui veulent se soigner elles-mêmes, parce que je montre aussi comment faire les soins, mais comment on peut faire aussi les soins sur soi-même. Et donc c'est intéressant pour les personnes qui sont malades aussi, qui ont souvent du mal à trouver des thérapeutes. Et donc c'est tout un tas de... C'est tout un protocole qu'on fait pendant 5 ou 6 jours, parce qu'il y a 5 jours de stage et puis il y a encore un autre jour de perfectionnement sur d'autres sujets encore. C'est tout un tas de techniques que j'ai pratiquées moi-même dans mon cabinet pendant des années, et puis que j'ai simplifié, que j'ai structuré, et puis ça évolue toujours. Je dis, j'ai mis une structure, c'est un cadre pour mieux pratiquer, mais le cadre bouge, change, s'évolue avec le temps. Rien n'est rigide, n'est rigide. C'est simplement pour se placer quand on fait un soin aujourd'hui, mais ça évolue tout le temps, ça évolue, et on
vit une époque extraordinaire parce que là, par exemple, il y a eu un changement déjà que j'ai vécu. Il y a un deuxième que je vais parler tout de suite après. Le changement que j'ai vécu, c'est qu'autrefois, on prenait les mauvaises énergies, les entités, les choses comme ça, et on les extrayait chirurgicalement, je dirais, et on les envoyait dans l'univers ou que sais-je. Et aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de ça. On peut les transmuter, les transformer en quelque chose de positif. Et là, c'est plus un acte guerrier, c'est un acte d'amour. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que on travaille dans la douceur et donc tout ce qui est mauvais, on va le retransformer en positif. Même quand on travaille sur des entités qui viennent nous perturber, à ce moment-là, ces entités, au lieu de les balancer à l'autre bout de l'univers, on va leur redonner leur couleur de lumière. Et l'étape prochaine qui est en cours, là encore aujourd'hui, c'est la prochaine, c'est l'intention. Il suffira simplement de demander pour que ça se fasse. On vit une époque extraordinaire parce qu'on voit tous ces changements qui sont faisables aujourd'hui. Un autre exemple, par exemple, autrefois, quand on voulait tester un médicament, par exemple, ou une plante, peu importe, il fallait qu'on prenne le médicament dans son ensemble. Après ça, on s'est aperçu qu'on pouvait avoir le même résultat que sur un échantillon. Après ça, on s'est aperçu qu'on n'avait même plus besoin de l'échantillon, il suffisait que le nom soit écrit sur un papier. Aujourd'hui, on n'a même plus besoin du nom sur un papier, il suffit d'y penser. Et ça, faut bien comprendre que le mot sur le papier, c'est pas parce qu'on n'avait pas pensé autrefois, mais c'est qu'autrefois, c'était pas possible. Aujourd'hui, c'est possible. La prière du feu, tout que j'enseigne et que j'essaie de passer, la prière du feu, tout le monde peut la faire. Autrefois, il fallait un don. Aujourd'hui, tout le monde peut la faire. Et ça peut rendre des services énormes, pas uniquement sur les brûlures, sur l'inflammation, sur les douleurs, pour les personnes qui ont des douleurs, des problèmes de brûlures au niveau urinaire, par exemple, etc. On va soulager les brûlures. On va pas traiter l'infection, mais ça va déjà soulager. Et tout le monde peut apprendre ça. Ça, parce que c'est une évolution sociétale, énergétique. C'est sociétal, c'est surtout, moi je pense qu'aujourd'hui, les énergies de la Terre montent. Et donc la conscience des êtres humains monte. C'est-à-dire, et on le voit bien, autrefois l'être humain connaissait simplement ce qui se passait à 5, 10 km, 20 km autour de chez lui. Aujourd'hui, après ça a été le pays, aujourd'hui c'est au niveau planétaire. Bien sûr. Et puis presque interplanétaire, notre conscience augmente. Et puis, si on prend on donne un nouveau téléphone, le dernier qui sort, tu le donnes à une personne de 60, 70 ans, etc. Ok, il va mettre un petit peu de temps pour trouver comment ça marche. Tu donnes ça à un ado, en 3 minutes, il va tout solutionner. Ça veut dire que les choses, c'est pas qu'ils sont plus intelligents ou moins intelligents les uns les autres, c'est que l'esprit a changé, la manière de voir a changé. Et c'est pour ça qu'il faut pas... Et on évolue, on est dans un monde absolument merveilleux. Et là, on évolue à la fois... Il y a une évolution technologique d'un côté... En médecine, c'est énorme l'évolution technologique qu'il peut y avoir. Et on est en train d'évoluer sur le plan psychique et spirituel de l'autre. Et c'est ça, on a des capacités intellectuelles, psychologiques, qu'on n'avait pas il y a encore 20 ans ou 30 ans. Donc dans ce monde merveilleux et fantastique comme tu le décris, justement tu proposes toujours de transmettre. Alors c'est vrai que toutes ces dernières années, moi je t'ai vu partout donner des stages, des formations en présentiel. Aujourd'hui, grâce justement à l'évolution de cette technologie, sur Internet on peut proposer des formations et être vibrant et présent chez les gens qu'ils vivent partout dans le monde. Et ça c'est quand même une grande évolution positive. Donc cette formation de soins énergétiques dont on voulait parler et sur laquelle on va terminer cette émission, voilà, combien de temps ça dure, à qui ça s'adresse, tu l'as un petit peu expliqué, autant aux gens dont c'est le métier qu'à des personnes complètement néophytes qui voudraient l'utiliser sur eux-mêmes ou pour leurs proches. Et il n'y a pas besoin de dons. Il n'y a pas besoin de dons. Tout le monde peut la pratiquer. Et c'est ça aussi qui est très, très important. Et là, comme toujours, comme quand j'écris, quand je fais une formation, etc., je ne retiens rien. C'est-à-dire que je dis tout. Je dis tout ce que je... Après ça, c'est vrai que ça continue d'évoluer, mais cette formation en ligne contient exactement la même chose que la formation en présentiel. Voilà. Et l'intérêt de la formation en ligne, c'est que, évidemment, on peut la voir, la revoir en présentiel. Je suis pas là tous les jours. C'est ça, c'est qu'on a accès, évidemment, aux vidéos ad vitam aeternam. Ad vitam aeternam. Et là, il y a tout
tout qui est décrit dans les moindres détails. Et chaque technique est décrite. Et comme c'est en plus, donc il y a la théorie, toujours. Et puis après ça, il y a le côté pratique qui est exposé devant tout le monde. Et que j'insiste toujours beaucoup pour que les personnes puissent le pratiquer. Parce que ce que je veux, c'est surtout des choses pratiques et qui soient accessibles à tout le monde. Voilà. Donc une formation ouverte aux moldus, si je puis m'exprimer ainsi, comme dans Harry Potter. L'idée, c'est qu'évidemment, l'expérience nous permet d'acquérir des outils comme cela. On n'a pas besoin, comme tu dis au départ, d'être né dans une marmite d'une grand-mère sorcière guérisseuse et d'un grand-père médium. Ouais. On peut tout simplement développer ça aujourd'hui avec même une vision très cartésienne des choses. Ah oui, parce que c'est vrai que moi, je suis médecin à la base. Maintenant, je ne le suis plus, j'exerce plus. Mais je suis médecin à la base, j'ai exercé pendant 25 ans et je ne me suis pas permis d'exercer les soins énergétiques au départ parce que je ne savais pas ce que je faisais. Et c'est quand j'ai commencé, c'est ce que j'explique d'ailleurs dans mes formations et dans ma formation en ligne aussi, c'est quand j'ai commencé à étudier la physique quantique que là, j'ai compris pourquoi et comment on pouvait agir. Parce que nous sommes énergétiques en premier. Toutes nos particules, c'est de l'énergie. Elles sont reliées par des forces qui sont énergétiques. Après ça, on rajoute un petit peu la vision de la médecine traditionnelle chinoise. Moi, j'étais acupuncteur au départ. Et donc, la vision, on va rajouter un petit peu l'ayurveda avec les corps subtils, etc. Et d'un seul coup, boum, ça devient extrêmement clair. Et aujourd'hui, moi, ce qui m'amuse aussi, c'est que les anciens, les Indiens comme les Chinois, expliquaient un petit peu tout ça, mais à leur manière, avec leurs mots de l'époque. Mais aujourd'hui, on peut regarder ça avec les connaissances actuelles. Du genre, au lieu de présenter les corps comme on a tendance à le présenter, on peut présenter ça comme étant des hologrammes qui tournent autour de nous avec des formes géométriques. On peut présenter les chakras comme étant des trous noirs, par exemple. Et donc, on peut les présenter, mais là, il est intéressant de les réactualiser avec les connaissances actuelles. Et ça me passionne. Moi, je suis toujours un passionné. Je crois qu'on ne verra jamais pas passionné par un sujet dont tu viendras en tout cas nous parler sur Radio Métinous. Oui, mais cher Luc, en tout cas, concernant cette formation en ligne sur les soins énergétiques, on va vous proposer d'aller découvrir via le lien qu'on vous mettra en description de cette émission, le programme complet de ce que tu proposes à l'occasion de cette formation et de tout ce qu'on peut apprendre, des différents modules. Ouais, parce que voilà. Je ne sais plus, parce que, mais je sais qu'on a mis beaucoup de temps, on a mis presque une semaine à tout enregistrer, et je ne sais plus combien qu'il y a de petits films qui correspondent. C'est assez impressionnant par rapport à tout ça, parce que et je ne cache rien. Je n'arrête. Oui, tu gardes rien pour toi. Ah oui, c'est pas mon style. Et puis quand on donne, on fait le vide. Et quand on fait le vide, eh bien, il y a d'autres choses qui arrivent. Et on refait le plein. Et c'est pour ça qu'on continue d'avancer. C'est pour ça. Tu me fais, ça me fait penser, moi, à la pancine de Dumbledore. Je suis un peu trop une fan d'Harry Potter, mais c'est exactement ça, tu sais. Tu prends ta baguette et t'enlèves un petit peu de ton, trop de pensées, trop de connaissances, voilà, et tu fais de la place, Tu passes et tu fais du vide et tu peux faire le plein à ce moment-là avec d'autres choses. Puis, quand on comprend qu'on est inspiré, finalement, c'est aussi faire le vide en soi pour pouvoir justement être traversé par cette inspiration. On sera toujours juste si on fait confiance à la vie. Et j'ai pas peur de la page blanche. La page blanche, et tu vois, c'est comme une émission. J'ai jamais peur par rapport à ça, parce que il y a tellement de choses qui sont passionnantes à étudier, à développer, que c'est sans fin. J'aurais pas trop d'une vie. Alors, chers auditeurs, découvrez dans la description de cette émission le lien pour vous inscrire à cette formation sur les soins énergétiques proposée par Luc Baudin. Et Luc, merci à toi d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. C'était un bonheur de se retrouver autour des micros et en dehors des micros aussi. Voilà, un vrai beau moment partagé à tes côtés. Puis j'ai envie de te dire à très bientôt pour de nouveaux sujets. On parlera d'amour ensemble. Voilà, ça ce sera un sujet qui nous tient particulièrement à cœur. Oui, qui nous tient à cœur. Je sais que ça tient à cœur. Et moi aussi, ça me tient à cœur, parce que je pense qu'il faut... On a une société qui manque d'amour, tout simplement. Et l'amour, c'est ça qui peut changer notre monde et notre avenir. Et c'est urgent de le mettre en place aujourd'hui, parce que il y a tellement de choses qui bougent dans le monde aujourd'hui qu'il faut lui amener un peu de lumière. Et c'est pour ça que les femmes aussi doivent intervenir beaucoup plus, parce que les femmes sont beaucoup plus portées à l'amour que les hommes. Voilà, c'est dans leur gène. Merci Luc Baudin d'avoir accepté cette invitation. Chers auditeurs, je vous souhaite une merveilleuse journée d'amour. À très bientôt. Voilà. Au revoir à tous et merci. Information, une émission dédiée à l'apprentissage et à la mise en pratique d'outils thérapeutiques, spirituels et de connaissance de soi, animée par Nathalie Lefebvre.